Merci beaucoup et je suis ravi d'être là avec vous toutes et vous tous. Et en effet, je parle à la fois comme chercheur, mais aussi et principalement parce que j'étais un des responsables de ce qu'on appelait la coalition Climat 21. On est quelques-uns dans la salle à avoir participé à cette aventure, qui était la coalition française qui cherchait à mobiliser la société civile pour la COP 21, qui a comme équivalent la coalition marocaine dont vous avez entendu parler ces derniers jours. Et cette expérience est intéressante, mais il faut bien préciser que quand je parle de la société civile, ça n'est pas en y incluant les entreprises ou les collectivités locales, mais vraiment le monde militant, le monde des ONG, le monde des mouvements environnementalistes, le monde des mouvements sociaux. Et je voudrais partir par ce qui apparaît comme un paradoxe, mais qui est en fait un faux paradoxe, c'est que d'un côté, cette société civile n'a jamais été, ou en tout cas dans très peu d'espace, aussi intégrée au niveau le plus élevé. Cette société civile joue un rôle absolument essentiel dans toutes les négociations climatiques et est donc vraiment plus qu'écoutée, et vraiment intégrée dans tous les processus de décision et surtout de réflexion et de discussion sur les questions climatiques. Mais en même temps, et c'est ça le paradoxe apparent, le mouvement pour la justice climatique est aujourd'hui très faible, ou plus exactement, il commence à peine à émerger. Et je voudrais expliquer un petit peu pourquoi nous sommes dans cette situation qui peut apparaître comme paradoxale. Alors d'abord, pourquoi est-ce que je dis que la société civile est très intégrée? D'abord pour des raisons institutionnelles. Vous savez que la Convention cadre intègre ce qu'elle appelle les major groups, les groupes majeurs, dans la discussion. Ces major groups peuvent être les entreprises, c'est les corporate NGOs, les collectivités locales, mais aussi les groupes environnementaux, les syndicats dans le Labour NGOs, les femmes, les populations indigènes ou ce qu'on appellerait ici les peuples premiers, toute une série de groupes sociaux qui représentent donc la société civile et qui participent à toutes les discussions et ont une capacité de parole à tous les niveaux de cette discussion. Ça, c'est la raison institutionnelle. Mais derrière l'institution, il y a quelque chose de plus profond, c'est le degré de technicité des discussions qui font qu'on a, dans les négociations climatiques, deux catégories d'acteurs qui sont déterminants, la société civile et les experts. Ceux qui sont un peu hors du jeu, ça va être les politiques, que ce soit au niveau des partis, mais aussi des élus, qui sont en général très peu au courant du détail des négociations. Pour comprendre le pourquoi de cette réalité, il faut bien voir que des négociateurs, qu'ils viennent de la société civile ou des experts des différents pays, se réunissent au minimum un mois par an, passent au minimum un mois ensemble tous les ans, puisqu'ils se voient 2 semaines pendant les COP, ce qu'on va connaître ici au Maroc bientôt, mais se voient aussi 2 semaines dans la session intermédiaire qui a lieu tous les ans en juin à Beaune. Et en général, on rajoute 1, 2, voire 3 semaines de négociations, soit dans des pré-COP, soit dans d'autres sessions intermédiaires qui se tenaient à Bangkok jusqu'à récemment et qui se tiennent maintenant à Beaune en septembre. Donc on a au minimum un mois par an des gens qui se retrouvent entre eux, qui discutent dans les mêmes hôtels, qui se voient dans les mêmes séances de négociation, qui connaissent les détails techniques de la négociation et qui sont dans une espèce de symbiose et de connivence permanente. Et cette société civile ne représente pas que des courants modérés. Il ne s'agit pas de penser là qu'il s'agit de groupes cooptés. La société civile que vous retrouverez dans les négociations climatiques est très diverse. Elles vont des radicaux aux modérés et vous avez vraiment tous les groupes avec toute leur diversité et toutes leurs nuances qui est intégrée dans ce processus de discussion. Alors ça produit quelque chose d'assez étonnant. Il se trouve que dans ma vie militante, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de négociations avec beaucoup de ministres de droite comme de gauche dans mon pays, la France, et qu'en général, le ministre est capable de répondre à peu près tout et il ne renvoie aux techniciens que sur des questions vraiment de détail. C'est vrai sur à peu près tous les sujets, qu'ils soient sociaux, sociétaux, de sécurité ou tout autre, mais sur les questions climatiques, c'est pas du tout comme ça. Nous avons rencontré en France plusieurs fois Laurent Fabius, Ségolène Royal, qui étaient les 2 ministres en charge de la négociation, et dès que quelqu'un de la société civile posait une question un peu précise sur les négociations, immédiatement le ministre ou la ministre disait « Ah, Laurence, au sens Laurence Tubiana, peux-tu répondre à ce que vient de dire telle et telle personne de la société civile ?» Tout simplement parce que le niveau de discussion et de technicité dans la discussion faisait que c'était ces 2 interlocuteurs-là qui étaient capables de discuter entre eux. Alors, cette situation-là est en fait une des explications qui permet de comprendre, en tout cas de mon point de vue, pourquoi est-ce que le mouvement pour la justice climatique est si faible. Quand je dis qu'il est faible, il faut bien se comprendre. Les mouvements environnementaux sur les questions écologistes sont probablement les mouvements les plus puissants aujourd'hui sur cette planète. Il y en a partout. Moi, je viens de France, j'étais récemment à Notre-Dame-des-Landes, qui est une mobilisation absolument exemplaire contre un grand projet inutile, un aéroport qui ne sert à rien dans l'ouest du pays, mais ce qui est
vrai pour la France et vrai pour des tas d'autres pays. Hein. Je sais que Driss, par exemple, nous explique souvent, et il a bien raison, que dès qu'on quitte Marrakech et qu'on monte dans les montagnes, on a à tous les carrefours et à tous les villages une association de coopératives de femmes bio qui cultivent ou qui exploitent les noix d'argan et qui sont des groupes locaux, qui sont à la fois des coopératives, mais qui sont aussi des groupes écologistes, environnementaux. Et on en retrouve dans tous les pays. Hein. Je donne ces deux exemples parce que c'est mon pays et le Maroc où nous sommes ici, mais cela, on l'a partout. Donc on a des groupes qui militent sur les questions environnementales, mais sur le climat, beaucoup moins. La raison, à mon avis, est double. D'abord, c'est parce que le climat, c'est compliqué. C'est à la fois nos modes de vie, c'est l'industrie, c'est le bâtiment, c'est l'agriculture, c'est nos façons de voyager, d'exister. Bref, il y a beaucoup de facteurs qui jouent sur les questions climatiques et on ne sait pas par quel fil tirer, par quel bout prendre le problème. Mais il y a aussi une raison qui renvoie au fonctionnement même de la Convention cadre et du processus de négociation des Nations Unies. Pour des raisons qu'on peut comprendre, les Nations Unies ont décidé de négocier en bout de tuyau. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne parle jamais des causes de réchauffement climatique. Quand vous prenez les textes, que ce soit celui de l'accord de Paris ou des textes de Lima ou des COP précédentes, le mot énergie n'est jamais utilisé. La dernière fois qu'il a été utilisé, c'était pour parler d'énergie nucléaire. Et heureusement, il a été gommé parce que c'est quand même loin de représenter la panacée sur la lutte contre le changement climatique. Donc on ne parle pas d'énergie, on parle de gigatonnes de gaz à effet de serre. Comment, pour la société civile, pour la population en général, comprendre ce que veut dire une gigatonne de gaz à effet de serre? C'est absolument incompréhensible. Alors pourquoi les Nations Unies ont fait ça? On peut comprendre. Ils essayent de négocier sur les résultats et pas sur les moyens, sinon la négociation serait impossible. Mais le résultat en est que le degré de discussion est absolument inabordable, incompréhensible pour la grande majorité de la population, y compris évidemment les partis politiques. Prenez l'accord de Paris. En France, beaucoup de partis, en particulier les partis qui étaient membres de la coalition gouvernementale, Parti socialiste ou Vert, se revendiquent de l'accord de Paris, mais souvent ils ne le connaissent pas. L'accord de Paris est très intéressant par la mobilisation qu'il a créée dans la communauté internationale, un peu comme Kyoto ou surtout Rio en 92, mais regardez techniquement ce qu'il y a dans l'accord de Paris. Il n'y a quasiment rien. La seule chose qu'on dit dans l'accord de Paris, c'est qu'on se reverra en 2025 et qu'en 2025, les pays donneront leurs contributions individuelles qui ne seront pas partie prenante de l'accord. Donc on est à un niveau d'accord réel, hein, on parle de ce qui est vraiment contraignant, qui est extrêmement faible. L'intérêt de l'accord de Paris est tout à fait ailleurs. Il est dans l'impact psychologique, politique, mais pas dans la réalité de l'accord. Donc se revendiquer d'un accord de Paris sur sa réalité même n'a, à mon avis, pas beaucoup de sens, mais malgré tout, les politiques l'utilisent comme cela. Alors, qu'est-ce qui est en train de changer et pourquoi on peut être quand même un peu optimiste? Ce qui est en train de changer, c'est que des tas d'acteurs sont en train de renverser, d'abord sont des nouveaux acteurs et sont en train de renverser les problématiques. Ces acteurs, vous les avez aussi sur tout l'arc de force. Vous avez les plus modérés, je pense à Havas, qui est une grosse ONG d'origine américaine, d'autres comme 350 là aussi d'origine américaine, et puis toute une série de mouvements de ce qu'on appelle la justice climatique. Qu'est-ce que disent ces mouvements? Ils disent tous la même chose. Oublions les gigatonnes de gaz à effet de serre, parce que ça, on ne peut rien en faire. Par contre, parlons des vrais problèmes et commençons à agir là où on peut agir sur les questions énergétiques, parce que ça, c'est compréhensible et ça donne aux militants, aux sociétés civiles et à la population en général les moyens de se mobiliser. Je vous donne deux exemples pour ne pas être trop long. 350, qui est un mouvement d'origine américaine, a décidé de se mobiliser sur une question très précise qui sont les questions financières. Ils ont mobilisé d'abord les étudiants américains, parce que c'était un mouvement de jeunes, pour que dans leurs universités, vous savez que les universités américaines ont un capital qu'ils placent, qui permet de payer le fonctionnement de ces universités, et ils ont exigé de ces universités qu'il n'y ait plus un seul dollar dans les produits qui sont liés à des énergies fossiles. Pas un dollar pour le pétrole, pas un dollar pour le gaz, pas un dollar pour le charbon. Et ils gagnent. Ils obtiennent des résultats parce que sur le plan des marchés financiers, beaucoup se rendent compte que le charbon n'est quand même pas un produit d'avenir et qu'il vaut mieux investir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur les éoliennes, le solaire ou ce type de choses, parce qu'y compris sur le plan financier, c'est souvent plus profitable à long terme qu'investir sur le charbon. Donc on a des résultats pratiques et on voit même des très grosses entreprises qui commencent à basculer leur modèle d'affaires parce qu'ils voient bien que c'est plus profitable à long terme et surtout ça leur permet d'avoir un bilan plus présentable devant des assemblées comme celle-ci que de dire que la priorité c'est le charbon suivi du pétrole. Donc on a un basculement dans le secteur financier qui est intéressant et qui renvoie à ce type de campagne. D'autres sont plus radicaux.
Je pense aux militants allemands. Vous savez que l'Allemagne est peut-être en Europe occidentale le pays le plus avancé sur les questions environnementales. Ils ont réussi à se débarrasser du nucléaire après Fukushima, ce qui est très important, et maintenant ils veulent se débarrasser du charbon. Ce qu'ils font, c'est qu'ils envahissent les mines de charbon et qui bloquent le processus de production du charbon. C'est des choses qui sont des actions directes, non violentes, mais qui ont un impact médiatique très fort et qui montrent qu'on peut agir, y compris au niveau de la production même des énergies fossiles. Donc on a comme ça, aux deux bouts de l'échelle, hein, ceux qui sont sur les questions financières, d'autres sur des questions plus d'action directe non violente, toute une série de militants qui renversent l'ordre des facteurs et qui montrent qu'on peut se mobiliser. Alors, je voudrais simplement maintenant dire en conclusion que tout ça veut dire également un changement, disons, de vision du monde, hein, que les questions climatiques sont évidemment intégrées dans tout ce qui relève des questions environnementales et donc dans notre rapport à la nature. Je sais qu'ici, et je n'étais malheureusement pas là la première journée, vous avez eu beaucoup de discussions philosophiques sur les rapports entre nature et culture, et moi, comme Français, je peux vous dire que c'est des réflexions que nous avons pour essayer de comprendre et de revenir de façon critique sur notre passé, puisque dans un pays comme la France, nous avons eu un grand basculement au XVIIe siècle avec Descartes et l'idée que la culture devait dominer la nature et que la nature était là pour être exploitée, et que cette vision-là a été renforcée à la fin du XIXe siècle avec la deuxième révolution industrielle et ce qu'on a appelé le positivisme dans ce qui est la philosophie, en tout cas de mon pays. Il y a là-dessus des réflexions pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et d'en avoir un point de vue critique. Moi, je suis intéressé, parce qu'on est ici au Maroc, à discuter avec les jeunes qui sont ici, ou tous les nombreux experts et militants marocains qui sont ici, pour essayer de comprendre aussi, c'est parce que c'est des choses qui, à mon avis, nous parleraient à tous, pour essayer d'avoir le même type de retour critique. Bon, nous avons dans le monde arabe la Nahda, qui à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, a été un mouvement de modernisation du monde arabe pour pouvoir rentrer dans la modernité de type occidental, je mets exprès des guillemets à de type occidental. Cette Nahda a produit différents courants politiques, les trois grands courants politiques du monde arabe, le nationalisme, les frères musulmans et la gauche de tradition marxiste. Mais est-ce que ces courants-là ne sont pas restés dans la vision qui était celle de la deuxième révolution industrielle? Est-ce qu'elle n'était pas, comme nous en Europe, un petit peu marquée par cette idée que la modernité, c'était la priorité donnée à la culture sur la nature? Et est-ce qu'il n'y a pas là-dessus un retour critique à faire? Et puis la deuxième chose que je trouverais intéressante ici au Maroc, et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont réfléchi déjà à ça, c'est de regarder les signaux faibles qui viennent de sociétés qu'on considère souvent comme archaïques. Vous avez tous, j'en suis sûr, une connaissance précise de ce qui se passe dans les oasis. La gestion de l'eau, par exemple, nous montre comment des sociétés traditionnelles peuvent gérer un bien commun qui est celui de la nature, en l'occurrence de l'accès à l'eau, de façon différente que simplement par des politiques étatiques ou par la loi du marché, où c'est celui qui a le plus de finances et de capacités financières qui s'accapare tout ce qui peut être produit par la nature. C'est également des alliances différentes. Je pense aux pays Amazigh, à tout ce qui relève des montagnes du Haut-Atlas et dans leurs relations avec d'autres villages ou tribus du Haus pour pouvoir obtenir des choses plus résilientes qui permettent d'avoir un accès aux produits de l'agriculture, quelles que soient les conditions climatiques, les sécheresses ou les inondations. Il y a toute une série de choses qui viennent de sociétés pré-capitalistes, entre guillemets, qui nous apprendraient probablement beaucoup et qui peuvent être des points d'appui pour construire un autre modèle de développement, pour sortir du productivisme, pour sortir d'une vision dans laquelle nous sommes toujours les maîtres de la nature, que la seule chose que nous devons faire, c'est l'exploiter, mais qu'au contraire, pouvoir avoir un rapport égalitaire d'une certaine façon et un autre modèle de développement qui ne soit pas appuyé sur le productivisme. Je vous remercie de votre attention.